Bonjour à tous, c'est Tom. Bienvenue sur Ting, le podcast qui va à la rencontre de passionnés, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des artistes ou bien des gens animés par une idée forte. Ensemble, nous allons explorer leur parcours, leurs défis, leur quotidien. J'espère que ces échanges pourront vous apporter, vous éveiller et vous inspirer. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Gaston. Salut Tom. Ravi de te recevoir pour ce 3e épisode du podcast. On est chez Wojo, donc un espace de coworking qui se situe à la Marina du Château, à Brest. Merci beaucoup à eux pour l'accueil, pour cette interview. Tu as 27 ans, tu es skipper professionnel, tu pratiques la course au large, tu es originaire des Abers, donc dans le nord Finistère, précisément Landéda. Tu es issu d'une famille de marins, avec un père skipper professionnel. Récemment, tu as gagné le titre de champion de France Élite 2024 de course au large sur un bateau qui s'appelle la classe Figaro. Donc c'est finalement une course où vous avez tous les mêmes bateaux, des bateaux qui mesurent à peu près 10 mètres. Et dans ce championnat, du coup, tu as fait premier sur la solo maître coq et tu as fait également 3e sur la solitaire du Figaro, une course exigeante, on le verra dans l'interview. J'imagine que ça a été un long chemin pour arriver à ce niveau d'excellence. Et on va commencer par le début. Finalement, la première fois que tu as mis le pied sur un bateau et que tu t'es dit ouais, c'est ça que j'aime, quoi. Ouais, c'était il y a bien longtemps maintenant, les premiers bords en bateau. Ça remonte, c'était dans les Abers, là où j'ai grandi, à Landéda. C'est un petit village avec un petit port, donc il y a tout qui s'y prête bien pour débuter en voile. Mon père, il en a fait ça a été un peu sa vie, il a été marin professionnel, c'était aussi sur le circuit Figaro et sur d'autres courses, il a beaucoup navigué. Donc depuis tout petit, je suis un peu son aventure, ses courses, tout ça. Mais les premiers bords, c'était en optimiste et assez vite, ça m'a bien plu. Je me suis inscrit aux premières compétitions et du coup, tu pars le dimanche avec ton petit optimiste et tu vas faire des petites régates. Le problème, c'est que j'ai été mon gabarit, il a fait que j'ai vite été un peu trop grand pour l'optimiste. Et après, je suis passé sur d'autres supports. J'ai fait du laser beaucoup jusqu'à intégrer le sport-études à Brest. Et c'est là que ça m'a vraiment plu, la compétition et entre guillemets le début du haut niveau, c'était à ce moment-là. On était sur l'eau du mercredi au dimanche. Et donc tout ça m'a fait progresser, rentrer en équipe de France jeune à ce moment-là et faire des premières participations sur des championnats d'Europe, championnats du monde. J'avais fait un podium en championnat d'Europe en catégorie jeune. Et après, j'ai quitté Brest pour aller à La Rochelle. Donc j'ai intégré le pôle France de La Rochelle. C'était un peu l'endroit où il y avait vraiment les meilleurs en laser. Et à ce moment-là, l'idée, c'était quand même de plutôt participer aux Jeux Olympiques. En tout cas, j'avais cette idée-là en tête, mais je savais à quel point c'était dur de se qualifier et après d'aller faire une médaille aux JO. Parce qu'en voile, il n'y a qu'un seul qualifié par nation. Donc il fallait être le meilleur. L'année des JO, il faut être le meilleur français pour pouvoir se qualifier. Et dans un coin de ma tête, je suivais beaucoup la course au large, notamment la solitaire du Figaro, et j'avais quand même bien envie d'aller participer. Je trouvais que j'étais un peu frustré de rentrer le soir à terre la nuit et de faire que les régates à la journée. Et j'avais envie de faire aussi voir ce que c'était la course au large. Et donc, en fait, pour faire de la course au large, il y a plein de moyens différents de faire carrière et d'intégrer et de se lancer en jeune. Mais il y a une voie royale qui passe par un challenge espoir, qui te fait rentrer dans le pôle de Port-la-Forêt, dans le pôle Finistère course large de Port-la-Forêt. Là, je suis parti là-dessus à fond et je l'ai tenté une première fois en 2018 et je suis retrouvé en finale, un peu pas par hasard, mais j'étais étonné d'aller en finale. Je me suis retrouvé contre Tom Laperche et malheureusement, Tom a gagné, moi je fais 2e. Il a fallu retenter 2 ans plus tard et c'est là que du coup j'ai pu faire le début en course au large jusqu'à maintenant. J'ai fait 4 ans de projet à fond, Figaro. Cette challenge-là, il te donne quand même accès à un budget assez énorme, à des moyens humains, techniques. Tu as aussi un salaire, tu rentres vraiment dans le sport pro avec ce challenge-là. Et il y a une place et souvent, il y a entre 30 et 40 dossiers. Et à la fin, ils en gardent 3 et les 3 font une semaine de régate. Et c'est celui qui gagne la régate qui remporte ce challenge et qui remporte 4 ans de contrat pro. Et l'enjeu, il est juste énorme, quoi. Tu joues ta carrière. C'est comme quand tu es en foot, tu peux jouer. Quand tu as le recrutement, que tu arrives à te faire intégrer dans le centre de formation, tu sais qu'une fois que tu es dans le centre de formation dans une bonne équipe, ça va pouvoir dérouler. Là, c'est exactement pareil. Tant que tu n'as pas ton budget pour pouvoir t'exprimer, tant que tu n'as pas cette porte d'entrée-là, c'est hyper dur. Alors qu'une fois que tu es dedans, tu n'as plus qu'à travailler et tu as tout pour dérouler derrière tes carrières. Et nous, ce que tu peux voir aussi, c'est que les marins qui sont passés dans le challenge espoir, ils sont tous sur des très gros projets. Il y a des Armel Lecléache, des Franck Camas, Sébastien Josse, François Gabard. Il y en a plein qui sont passés par là et qui, du coup, tu sais que aussi c'est un gage de qualité et
c'est une belle porte pour accéder à une belle carrière en course au large. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la période où tu t'es dit, bah, voilà, je suis attiré par la course au large, tu l'as mentionné, et tu t'es dit, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de tenter ma chance pour en faire mon métier, quoi. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la période et ce qui t'habitait à ce moment-là Alors, depuis tout petit, j'allais beaucoup voir mon père sur les courses avec ma mère et mes frères, et il y avait toujours les journalistes, tout le monde qui vient te demander qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu es enfant. Donc, et je pense qu'il m'avait un peu mis dans la tête de faire de la course au large, de faire du Figaro, et au final, ça devenait peut-être un peu lourd aussi pour moi, et je commençais à avoir un petit détachement par rapport à ça. Et à un moment, c'est quand même en allant voir la course passer devant les Abers. Souvent, la course passe devant la maison, dans les parcours. C'est une zone qui est tout le temps fréquentée, la partie Bretagne Nord. Donc souvent, j'allais avec le petit Smérigide à la maison, au petit Zodiac, voir les courses passer. Et c'est une fois, j'y avais été avec Jacques Carès, qui est le directeur de course actuel du Vendée Globe, co-directeur de course. Et on était en pleine nuit, il pleuvait, et là on allait voir le bateau passer avec les feux, on voyait les mecs manœuvrer, les mecs et les filles manœuvrer, tout ça. Et là je me suis dit, tiens, il y a une vraie partie aventure, ça m'a donné envie d'aller m'inscrire, d'aller faire quelque chose, d'aller voir ce que c'était. C'est ce petit moment-là que j'ai en tête qui, je pense, qui a servi un peu de déclic. En fait, ce qui me plaisait, c'est qu'en Figaro, tu as à la fois la partie régate, un peu bataille corps à corps. On est vraiment tous assez proches et tu as un petit jeu qui s'installe et c'est vraiment de la proximité. En même temps, tu as quand même le goût de l'aventure où tu pars pendant tu fais quand même plusieurs nuits en mer, tu vas dans différents pays, tu fais la route. En Figaro, tu pars pendant 3-4 jours en mer et même plus pour les transatlantiques et des choses comme ça. Et quand tu as su du coup que tu avais gagné ce challenge-là et que tu allais avoir un parcours qui était plus structuré, avec des financements, etc., ça fait quoi finalement d'avoir un peu son premier salaire aussi et te dire, bah voilà, je fais de la voile et en plus de ça, je suis payé pour ça, quoi. Bon, c'était un moment de joie énorme. À la fois une délivrance parce que 2 ans avant, j'étais un peu passé à côté. Donc là, je m'étais vraiment réorienté dans ma préparation. J'avais aussi intégré un préparateur mental, Alexis Landais, là, qui m'a accompagné à partir de la préparation de Challenge Espoir jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un enjeu énorme autour de ça. Et ça pouvait un peu me déstabiliser. Et j'avais trop envie de gagner. Et la finale, quand je gagne, j'ai encore ces moments-là et la délivrance qu'il peut y avoir. Parce que ça peut se jouer à pas grand-chose. Tu sais que là, entre premier et second, il y en a un qui repart avec un sac Guy Cotten en cadeau, il y en a un qui repart avec un contrat énorme et une carrière devant lui, quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu reçois des messages de tous les anciens skippers, donc tu as les François Gabard qui te mettent un message, tout ça, tu te sens, dans la voile, c'est quand même c'est comme si tu reçois des messages de Zidane, tu vois, des choses comme ça quand tu rentres. C'est comme si tu fais ta première sélection à Clairefontaine, j'imagine, et que tu reçois des félicitations des anciens. Du parcours. Donc c'est sûr que non, c'est incroyable ces moments-là. C'est peut-être les moments les plus forts que j'ai vécu depuis. Après les courses, c'est autre chose, mais là, ce moment-là, il y a. Et puis maintenant, tu sais ce que faire plus tard. Mine de rien, à ce moment-là, je savais pas si j'avais pas ce challenge espoir là, j'avais pas prévu de plan B. Dans ma tête, il y avait qu'un seul plan, c'était de gagner le challenge. Et du coup, moi, je sais que là, les 4 prochaines années, c'était à fond dans la voile, dans le Figaro, avec ce projet-là, et que j'allais pouvoir mettre toute mon énergie là-dedans. Donc ça t'a permis après de pouvoir participer à des courses, et notamment la solitaire du Figaro. On sait que c'est une course très très exigeante. Tu as fait meilleure visite en 2021, tu as fait 4e en 2023 et tu as fait 3e cette année. Ça faisait partie du championnat de France. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi ce format de course pour les gens qui nous écoutent et puis pourquoi elle est si exigeante que ça? Ouais, c'est une des courses que ceux qui ont vraiment fait une grande carrière dans la course au large disent que c'est la plus dure à gagner. Et en fait, elle est assez particulière dans le sens où tout le monde a le même bateau. Donc souvent, on est entre 40 et 50 à participer. Et on est en monotypie. Tout le monde a un bateau qui fait 10 mètres. Les mêmes bateaux, ils sortent du même moule, ils sont vraiment identiques. On part sur 3 ou 4 étapes dans lesquelles on fait 3 ou 4 nuits en mer. Et le parcours, ça change tous les ans. Entre la France, le golfe de Gascogne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande, c'est dans ces zones-là. En fait, c'est une course au temps. Donc, c'est ton temps cumulé sur tes 3 ou 4 étapes. Tes temps s'additionnent. Et c'est celui qui met le moins de temps à la fin qui gagne la course. Donc, en fait, des fois, en une étape, il y a des écarts qui sont assez énormes et le classement, il est figé. Et tu as beau être bien préparé, si tu loupes ton étape et que tu finis à des heures et des heures des premiers, tous tes espoirs sont anéantis. Et du coup, c'est souvent avec le fait que le bateau soit des monotypes,
ça fait des écarts assez infimes entre les bateaux en performance. Donc c'est vraiment c'est vraiment la partie humaine qui fait la différence. Choix stratégique. Et il faut vraiment se dépasser. Et il y a plein d'éléments qui font faire ta performance. C'est à la fois ta capacité à faire avancer vite le bateau, à bien gérer ton sommeil, ta nutrition, faire les bons choix dans la stratégie par rapport à la météo, au courant. C'est de la gestion de course. C'est un format très condensé avec plein de choses. Et les meilleurs marins qui sont en Figaro, après on les retrouve au meilleur niveau sur des courses comme le Vendée Globe, comme l'Arkea Ultimate Challenge. Là, en tête du Vendée Globe, c'est Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon. Johan et Sébastien ont gagné la solitaire du Figaro et Charlie Dalin, il a fait champion de France et plusieurs fois sur le podium de la solitaire. Donc c'est vraiment un bon exemple pour montrer que c'est la meilleure école pour les grosses courses. Après, derrière, il y a aussi quand même des marins qui reviennent pour se rejauger. Armé Lecléache, il est revenu il n'y a pas longtemps, il a gagné il y a 3 ans la solitaire, donc ça reste quand même une valeur sûre. Et là, maintenant, on est sur des bateaux avec des foils. Il y a une partie un peu technologique, un peu de glisse à développer, et le bateau, tu passes des heures et des heures à t'entraîner l'hiver, et tu as l'impression de ne pas encore le connaître, même si on a passé énormément de temps dessus. Il y a toujours des petites choses à découvrir, il y a toujours des choses à apprendre sur ce bateau-là, et c'est intéressant. Ouais. Et c'est plusieurs jours en mer. Toi, comment tu gères ton sommeil? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, parce que pour moi, déjà quand je dors 4 heures, je suis hyper fatigué le lendemain. Comment tu gères ça, toi? Ce qui est c'est marrant, c'est qu'à quand même à terre, je suis un gros dormeur, j'ai besoin de beaucoup dormir pour être en forme. Et après, en mer, c'est sûr que là, sur un format de Figaro, c'est hyper important de bien gérer ton sommeil. Mais tu sais que aussi tu ne pourras pas beaucoup dormir et que ça va être très limité par rapport à d'autres courses. Là, les courses autour du monde, tu dors quand même beaucoup. Tu dors par des heures, des fois, et sur des journées de 24 heures, tu dors beaucoup, quand même pas plus que 5-6 heures. En Figaro, des fois, on fait 4 jours de régate, on dort à 3 heures. Quoi. Sur les 4 jours? Ouais, par des petites tranches. Moi, j'ai rarement dormi plus que 20 minutes. Souvent, des fois, tu peux te faire 20 minutes de sommeil et après, tu ressors, tu fais un contrôle de voir si le bateau apparaît toujours sur la bonne direction, s'il n'y a rien à bouger, si tes concurrents sont toujours à la même distance. Et hop, tu repars dormir. Si jamais tout se passe bien, tu repars dormir. Et inversement, si ça a bougé, hop, tu ressors, et là, tu retournes régler le bateau, tu retournes régler tes voiles, prendre la barre, tout ça. C'est beaucoup de phases comme ça, de petites tranches de sommeil de 15-20 minutes. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est 10. Tout dépend un peu des conditions. Mais ce qui est dur, c'est que tu ne peux pas le programmer à l'avance. C'est vachement l'environnement qui fait que tu vas pouvoir dormir ou pas. Les éléments qui t'empêchent de dormir, c'est le vent très fort ou à l'inverse, le vent très faible qui est très instable. Du coup, tu sais que si tu dors, potentiellement, le bateau il s'arrête. Et après, il y a aussi, suivant là où tu es sur le parcours, on passe quand même beaucoup de temps proche des cailloux, proche de la terre, et aussi proche des cargos, du trafic. Donc, quand on traverse des zones où il y a des gros cargos énormes, tu ne peux pas être en train de dormir. Tu es quand même assez vigilant sur ta sécurité et les croisements par rapport aux autres bateaux. Et après, ce qui t'empêche de dormir aussi, c'est tes concurrents. Quand ils sont proches de toi, tu sais que si tu dors, que tu te réveilles et que tu as perdu rien que 20 mètres, des fois, c'est énorme et c'est du perdu à regagner. Donc, il faut vraiment sélectionner tes meilleurs moments pour aller dormir, et ça, c'est pas simple. Et du coup, des fois, ça te pousse à passer des heures et des heures. Et aussi, le bateau, il va quand même plus vite quand on est à la barre par rapport à d'autres bateaux aujourd'hui qui sont plus technologiques, avec des pilotes automatiques qui sont très avancés. Nous, notre pilote automatique, il est quand même assez rudimentaire et il peut barrer pour aller dormir, pour tenir un cap et aller quand même relativement correctement. Mais par contre, si tu veux vraiment être à 100% de ta performance, de tout potentiel, il faut être à la barre, et du coup, ça t'oblige à être beaucoup à la barre. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça où tu étais vraiment dans un état de fatigue extrême et tu te rappelles avoir lutté, ou même il y en a des fois ils ont des hallucinations, parce que même si c'est pas beaucoup de jours, au bout de 2 jours déjà tu commences à avoir une dette de sommeil importante. Est-ce que tu as déjà eu des ressentis, vraiment des trucs que tu n'avais jamais vécu avec ce niveau de fatigue? Des hallucinations énormes, j'ai jamais trop eu. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont eu des grosses hallucinations, à voir leur famille sur le bateau, leurs chiens. Moi, j'ai jamais eu jusqu'à ce niveau-là. Par contre, j'ai déjà eu des petits troubles de la vision où tu commences à voir des choses dans l'eau. En fait, des fois, tu es en pleine nuit, tu commences à voir des objets en train de flotter dans l'eau. Je pense que c'est un niveau de fatigue qui commence à être avancé. Souvent, c'est un repère qui dit que là, il faut quand même aller dormir pour garder la lucidité. Parce qu'en fait, quand tu dors pas, tu perds des neurones. Le sommeil, ta dette de sommeil, elle engendre que tu perds des neurones. Donc, à la fin, tu perds la lucidité. Et ça devient dangereux. Moi, j'ai jamais été jusqu'à ce niveau-là. Mais par contre, ça m'est arrivé de m'endormir à la barre,
d'être en train de tomber du siège de bar, ouais, ça c'est assez courant. Passer des heures et des heures où du coup tu te retrouves avec ton petit sac, avec ta nourriture, ton eau à la barre et tu bouges plus tu fais des heures et des heures à lutter contre ton sommeil, à barrer le bateau. Tu repousses vraiment tes limites quoi, Mm. au niveau du corps. Mm. Et c'est vraiment une lutte. Est-ce que tu t'entraînes pour ça? Est-ce que tu es suivi par quelqu'un qui t'apprend à gérer ton sommeil? Ouais, il y a 2 ans, j'avais fait le choix de m'entourer d'un médecin du sommeil qui est à Annecy. Et donc, on avait fait toute une batterie de tests et une partie au début, c'est des questionnaires à remplir. Et après, il m'avait envoyé du matériel pour mesurer l'activité neuro sur les phases de sommeil. Donc, en gros, tu te colles des électrodes sur la figure et sur ton corps et tu as un petit capteur qui récupère plein de données. Et lui, après les analyses, donc, il regarde un peu quel moment tu arrives à bien dormir, comment tes cycles sont gérés. Donc on a fait ce test-là à la fois sur une nuit de sommeil à terre, assez classique, dans un lit, et aussi sur le bateau. Et sur le bateau, c'était quand même pas facile à mettre en place parce que du coup, quand tu te retrouves avec le matériel sur toi, en train de naviguer, c'était pas forcément hyper simple. Et en fait, l'analyse de ça, c'est qu'on a réussi à sortir des portes du sommeil, c'est-à-dire que des moments auxquels c'est le plus intéressant pour moi de dormir, donc qui donnent des tranches d'heures. Mais ce qui est dur, c'est qu'adapter ce rythme de sommeil et ce plan un peu de sommeil théorique sur l'environnement du Figaro, c'est hyper dur à gérer. Autant en transatlantique ou sur un Vendée Globe, dire ok, je vais aller dormir à 17h, à 22h, à 4h du matin pendant 1 heure, c'est le plus intéressant pour moi. Ça peut se respecter plus facilement. Autant en Figaro, c'était hyper dur de mettre en place. Mais ça m'a quand même beaucoup rassuré dans le sens où j'avais pas de soucis de sommeil, où j'avais quand même une récupération qui était bonne. Et mal gérer son sommeil, ça peut être hyper compliqué. Tu peux être très fort, si tu ne gères pas bien ton sommeil, tu perds toute ta lucidité, et à la fin des courses, tu fais n'importe quoi. Et moi, je voulais vraiment être sûr que le sommeil, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et après, ce qu'il faut, c'est quand même garder la lucidité et en même temps rester en mode performance le plus longtemps possible. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les deux, quoi. Et tu parles de lucidité. Est-ce que des fois tu parles à ton bateau? Moi, c'est une vraie question. Est-ce que vous vous retrouvez seul? Bon, c'est pas non plus pendant des jours et des jours, mais pendant 5 jours à peu près. Et est-ce que des fois, vraiment, quand tu sens que tu es dans la course, est-ce que tu parles tout seul? Est-ce que tu parles à ton bateau? Moi, c'est toujours une question que je me suis posée. Ouais, parler à mon bateau, ouais, ça m'arrive souvent de l'encourager, de mettre une petite tape pour l'encourager. Non, ouais, ça m'arrive souvent, ça de parler au bateau. Pas non plus on continue, mais ouais, des J'imagine. des petits encouragements plutôt quand on est ensemble à se bagarrer j'ai l'impression d'être un peu sur un cheval, tu vois. T'as envie de lui dire, allez, donne tout ce que t'as pour jusqu'à la ligne d'arrivée, après, après c'est fini, tu seras tranquille, mais non, c'est sûr, il y a un petit lien quand même avec ton bateau. Au final, tu passes tellement d'heures dessus que tu développes un petit lien amical quand même, Ouais. assez sympa. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments, quand tu étais à bord, où tu as rencontré, je sais pas, une avarie, des problèmes, des moments difficiles, que ce soit sur cette course-là, la solitaire du Figaro, parce que c'est une course qui est exigeante, mais aussi sur d'autres. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu t'es dit, tu t'es senti en danger? Je me suis jamais senti en danger vraiment sur le bateau. Pour moi, le vrai danger, ce serait de tomber à l'eau, quoi. Après, une fois que tu es sur ton bateau, même si tu es dans la tempête, le bateau, en fait, le Figaro, il est hyper solide. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Tu sais que tu es en sécurité sur la bord. Par contre, le vrai danger, c'est de tomber à l'eau. Même si aujourd'hui, on a des balises de détresse qui nous permettent d'envoyer un signal de position à terre pour qu'ils nous envoient des hélicoptères ou des choses comme ça. Ça met quand même en confiance, mais tu sais que si tu es à l'eau, ça peut être vraiment dangereux pour toi. Ça m'est jamais arrivé, mais gérer des soucis techniques, ouais, j'en ai pas mal, un peu trop même. Là, cet été, pour la solitaire, ça m'a quand même fait perdre pas mal de temps, je pense. Et j'ai eu des soucis notamment sur l'électronique, des soucis de capteur de vent et aussi de pilote automatique. Donc ça m'a vraiment pénalisé et ça m'a demandé de beaucoup barrer. Et du coup, là, comment toi, tu as géré? Tu es resté à la barre, et du coup, là, c'était encore moins de sommeil? Ouais, sur la deuxième étape, en plus, j'étais dans le peloton de tête. On était trois à être un peu détachés des autres, donc il y avait vraiment beaucoup à faire sur le placement. Et mon pilote, il a lâché. Il y a un souci d'électronique dans le pilote automatique. Et en fait, du coup, il n'arrivait plus à prendre la barre, il faisait n'importe quoi. Et donc, quand j'ai compris qu'il n'allait pas pouvoir réparer et que c'était jusqu'au bout comme ça, j'ai fait, je ne sais plus combien de temps à la barre, mais un nombre d'heures énorme pour aller j'ai fait quasiment
du Cap Finistère en Espagne jusqu'à Royan, que à la barre, à pas pouvoir lâcher la barre. Et là c'était l'enfer. Ouais. Et tu vois du coup, tu vois tu mets ta fiche à distance à l'arrivée et tu vois les milles qui défilent, mais c'est vraiment, à chaque mille, t'es content, mais c'est long, quoi. Tu parlais de nutrition aussi, c'est une dimension importante. Comment tu t'alimentes, comment tu manges et est-ce que c'est bon? C'est une vraie question aussi. C'est en deux parties la nutrition. C'est à la fois la partie à terre avant les courses, où entre guillemets le quotidien jusqu'au moment du départ, où là faut réussir à avoir mangé assez équilibré pour avoir toute l'énergie nécessaire. Et ce qui est drôle, c'est que tu le sens souvent la première nuit, j'ai l'impression que c'est vraiment assez bien corrélé. Si tu as bien mangé, que tu as bien géré ton sommeil, que tu es en pleine forme, la première nuit, tu vas sentir que tu es en pleine forme. Et à l'inverse, ça m'est arrivé des fois de me sentir dès le premier soir de course, déjà avec les yeux qui commencent à piquer, dès les premières heures où il fait nuit. Et là, tu sais que la course va être dure. Et ça, il y a un vrai gain à faire autour de la nutrition et du sommeil à terre. Et après, en mer, en fait, il y a deux types d'aliments. Tu as les aliments lyophilisés. Et pour les cuisiner, on rajoute de l'eau dans les poudres et ça réhydrate. Ça met environ 10 minutes à se réhydrater avec de l'eau chaude. Et ça te fait un plat. Il y a plein de plats assez variés, des pâtes bolognaise, des poules au curry, il y a tout ce que tu veux qui existe dans ces sachets en poudre. Et après, il y a les plats, ce qu'on appelle apertisés. Du coup, tu n'as pas réhydraté, c'est pas des poudres, c'est vraiment l'aliment, il est vraiment tel quel, comme on le trouve dans les boîtes de conserve. Et ça, on le réchauffe au bain-marie pendant 5-10 minutes et après, on le mange comme ça. Et moi, à bord du bateau, j'ai les deux, environ moitié-moitié lyophilisé, apertisé. Il y a des plats qui sont très bons en lyophilisé et aussi très bons en apertisé. Je trouve que c'est bien de varier un peu les deux. Et c'est quoi ton plat préféré du coup sur le bateau? Mon plat préféré, j'aime bien les petits poulets au curry. Ah non, parmentier de canard, excuse-moi. Ouais, non, j'ai une vraie fixette sur le parmentier de canard. Il y a une recette qui est hyper bonne. Et quand c'est dur, tu te fais un bon plat, et inversement, quand c'est facile, tu prends un plat qui te fait un peu moins envie. Souvent, tu jauges, essaie de rééquilibrer un peu ton humeur. Mais oui, il faut quand même se faire plaisir avec la nourriture. C'est quand même... Moi, je suis quand même un bon gourmand, donc j'ai quand même envie de bien manger en mer. Et du coup, un bon plat, je sais que ça me fait du bien. Quand une fois que tu l'as mangé, ça fait du bien. Tous les choix sont stratégiques. Après, il y a les conditions de vent, où vraiment, quand tu es dans les moments de vent fort, de tempête, j'avais toujours à bord avec moi des sachets des poudres de protéines et des repas en poudre, et que tu mets en shaker, et du coup, tu verses les poudres dans le shaker, tu mets un peu d'eau, et au moins, tu peux être dehors, il n'y a pas besoin de chauffer les aliments. C'est la partie un peu simple pour se maintenir à un bon niveau en nutrition, garder un bon niveau. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, un shaker avec des poudres, et ça me sauve un peu dans les moments durs. Quand tu es sur une course et que tu sais que tu vas finir premier, ou tu sais que voilà, tu franchis la ligne d'arrivée et que tu es premier, c'est quoi ce sentiment-là? Parce que contrairement à d'autres sports, des fois un match, voilà, c'est 1 heure, un match de hand, un match de foot un peu plus long. Là, c'est 5 jours sur certaines épreuves, donc avec la fatigue en plus. Est-ce que les émotions sont décuplées? Est-ce que voilà, quand tu sais que tu as fait un bon résultat, c'est quelque chose qui est vraiment où tu es trop fatigué pour en profiter? C'est sûr que la fatigue, je pense qu'elle te fait perdre un peu de lucidité, et du coup, tu te rends pas forcément compte des fois quand tu as gagné. Mais c'est sûr que c'est quand tu passes ta ligne d'arrivée en tête après avoir fait 4 jours en mer, comme ça, en bagarre monotypique contre les autres concurrents, et souvent en plus tu l'emportes de pas grand-chose, c'est une vraie délivrance. Et le problème, c'est que tu passes la ligne d'arrivée, tu sais que tu as gagné, mais si tu as quand même le bateau encore à gérer jusqu'au port, tu as encore un peu de boulot. Donc ce qui est marrant, c'est que tu ne peux pas non plus tout relâcher et être, Ouais, c'est bon, j'arrête. et voilà, comme tu peux voir sur d'autres sports, là, tu as quand même besoin de te faire un peu plaisir, de profiter du moment. Cette année, j'ai gagné deux courses dans la saison, la Solo Maître Coq et le Havre-le-Mer Cup, et c'est des méga souvenirs. La Solo Maître Coq, c'est la première fois que je gagnais une course en solo comme ça en Figaro sur un format championnat de France. Donc c'était vachement de joie, de délivrance et de joie, et de partager ça aussi avec l'équipe technique, les préparateurs, avec les partenaires, tout ça. C'est des bons moments de victoire, et ça fait plaisir. Ouais. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives à terre après? Tu vas manger un bon plat et du coup, cette fois-ci pas en poudre, ou tu passes des coups de fil, tu partages des moments avec les proches. C'est quoi ce que tu fais en arrivant Souvent, tu pètes une bouteille de champagne. Ça, c'est à ce moment-là que tu savoures un peu la victoire avec du coup les gens qui sont autour de toi. Après, il y a souvent un bon repas avec les autres concurrents.
Souvent, on mange ensemble à l'arrivée de la course. Quand c'est assez serré et que tout le monde arrive à peu près en même temps, on se fait un bon repas avec tout le monde. Et ça, c'est cool. Tu te refais le match et tu discutes de tout, de la stratégie, de ce que tu as les bons coups, les mauvais coups, les moments durs. Tu te refais tout le fil de la course. Et ça, des fois, quand tout le monde arrive en même temps, on est les tables où on est 20, 30 skippers sur la même table. Et c'est les moments où tu te refais le match et c'est dans la bonne ambiance. Et ça, c'est cool d'avoir cet esprit-là de s'être bagarré pendant 3-4 jours et en même temps de partager ça avec tout le monde. Et on en discutait juste avant, tu es un compétiteur, ça t'anime beaucoup la compétition. C'est aussi ces moments-là qui te font repartir ou c'est vraiment l'appel justement du large et au-delà de la compétition ou c'est vraiment un mix des deux? Comment tu perçois, c'est quoi vraiment ta grosse motivation? C'est vraiment la compétition ou c'est aussi juste d'être sur ton bateau Non, je pense que la compétition m'anime beaucoup. J'ai du mal à prendre autant de plaisir quand il n'y a pas de compétition. Tu vois, même sur des très beaux bateaux, naviguer sur des ultimes, des IMOCA hors compétition, tu prends du plaisir, mais c'est pas aussi fort que quand c'est un Figaro. Tu vois, alors que le bateau de Figaro, il est pas non plus par rapport à d'autres bateaux, c'est quand même beaucoup moins extraordinaire. C'est les meilleurs moments de bateau, c'est que je les ai fait sur mon Figaro à se bagarrer comme ça. Et la compétition, elle me nourrit vachement. Quand tu passes des courses comme les Transatlantiques où tu fais 19 jours en mer, pour prendre du plaisir, ça passe par là. Et je sais que c'est dans la bagarre et dans l'adversité que mon cerveau est animé et que je prends du goût dans le bateau. Faire des grands voyages en bateau et passer des jours et des jours sans adversaire, ça m'attire pas trop. Et ce qui est marrant, c'est que chacun a sa philosophie là-dessus. Il y en a qui sont très bien en mer et peu importe s'il y a des concurrents ou pas, ils sont hyper heureux d'être en mer comme ça. Moi, je suis heureux en mer, mais j'ai quand même besoin d'avoir ce petit adversaire à côté de moi pour essayer de faire un peu mieux que lui, de me comparer. Et ça, chacun a sa vision là-dessus, c'est marrant, mais moi j'ai ce besoin-là de compétition. on voit que c'est vraiment hyper exigeant et on voit que du coup pour gagner une course, ça nécessite beaucoup de choses. Toi, ton quotidien, ça ressemble un petit peu à quoi? Pour les gens qui nous écoutent, finalement, tes entraînements, bon, il y a des périodes de course, mais voilà, les périodes pour préparer les courses d'entraînement, ça ressemble à quoi? Tu t'entraînes comment? En janvier, souvent, tu es en préparation du bateau au niveau technique, sur les chantiers, la fin du chantier et la remise à l'eau. Et après, de fin janvier à début mars, tu es en entraînement à Port-la-Forêt à fond. Donc là, c'est un temps d'entraînement qui est même assez court au final. Tu vois, on parle d'un mois, un mois et demi, c'est pas énorme. Et souvent, le lundi, c'est un peu préparation des bateaux, préparation de la semaine, de la météo, tout ça. Et après, mardi, mercredi, jeudi, on est en navigation à la journée ou à la journée et en plus un peu de nuit. Et donc là, on part le matin, on a un rendez-vous en salle de briefing le matin avec tous les entraîneurs et le groupe. On part sur l'eau à 11h et on revient à 18h ou 23h, des fois pour faire aussi une partie un peu de nuit, voir si tu as les repères de nuit. Et après, le vendredi matin, c'est des briefings en salle et aussi préparation physique. Donc souvent, on commence par la préparation physique et après, on va en salle passer 2 heures à faire un peu de data, de vidéo, d'analyse, de discussion ensemble sur l'entraînement, comment ça s'est passé, est-ce qu'on peut optimiser, comment on peut se préparer pour les courses. Et cette phase-là, elle est assez courte et dès le mois de mars, on part sur des courses. Et donc c'est là que le championnat de France commence et on a 5 épreuves. Et donc les épreuves, il y en a une c'est pas forcément un rythme hyper calé, mais c'est tous les 15 jours on a une course, tous les 15 jours, 3 semaines on a une course. Et c'est des courses qui prennent environ 10 jours et on arrive un peu avant. Et la partie préparation de la course, contrôle de jauge de sécurité, briefing. Et après, on fait des journées un peu entre guillemets, on part pendant 3-4 jours et à la fin, on fait aussi des petites régates à la journée. Et tout ça fait un résultat sur la course. Et on a toute cette course-là qui sont un peu les courses entre guillemets de pré-saison. Et on arrive sur la Solitaire du Figaro, qui est souvent au mois de août-septembre, qui est un peu la dernière course de la saison. Et après cela, moi, les années où j'ai pu faire la Transat Jacques Vabre comme l'année dernière, du coup, j'ai fini le Figaro le dimanche et le lundi, j'étais sur l'IMOCA à naviguer avec Giancarlo sur la Transat Jacques Vabre. Et donc là, j'avais enchaîné les deux saisons, un peu en Figaro, entre guillemets, et IMOCA en co-skipper. Et sur l'IMOCA, tu avais géré beaucoup de choses seul. C'était assez spécial à gérer, parce qu'on était, parti du Havre, un peu après la tempête Ciaran l'année dernière. Et les premiers jours de course, il y avait encore du vent fort, et on était à deux à fond, et Giancarlo, ça allait bien, on s'alternait un peu, chacun faisait son quart, et l'autre dormait, et ainsi de suite. Et tout se passait bien. Et à partir de la mi-course, il a commencé à avoir des moments un peu plus durs. Alors, il se sentait moins bien physiquement, il avait besoin de dormir, pas beaucoup d'énergie.
Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Donc on était aussi en interaction avec les médecins de course qui sont à terre, avec qui tu parles par WhatsApp. Et au début, ils ont mis du temps à comprendre que c'était vraiment sérieux. Et après, Giancarlo, ça allait pas. Il était allongé au fond du bateau. Il pouvait plus rien faire. Et même faire ses besoins, ça était compliqué. Il fallait arrêter le bateau. Et du coup, je me suis retrouvé à gérer l'IMOCA seul et aussi l'aider lui parce qu'il fallait quelqu'un pour l'aider, pour lui donner ses médicaments, lui faire un petit peu à manger ce qu'il arrivait à manger. Et là, c'était vraiment du boulot de gérer aussi lui parce que il était vraiment, la maladie était sérieuse et il pouvait plus rien faire. Et à un moment, il parlait même de l'évacuer du bateau. Après, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour l'évacuer à part le mettre sur un cargo, mais c'était pas forcément une solution miracle non plus. Les hélicoptères étaient un peu loin. Et donc, il a fallu gérer Giancarlo, réussir à ce que ça aille bien jusqu'à l'arrivée. Et après, coup de chance, on a quand même des médicaments à bord, on a une pharmacie, mais qui est vraiment très typée sur les. Il n'y a pas non plus forcément tout ce qu'on peut avoir à terre, donc c'était pas facile de gérer. À la fois pour les médecins, pour faire un diagnostic quand on est en mer comme ça, c'est pas facile à faire. Et en même temps, la pharmacie qu'on a à bord, il n'y a pas non plus grand-chose, donc il fallait composer avec ça. C'était dans un bateau qui va à 25 nœuds et qui était dans tout l'inconfort qu'il y a. Il faisait chaud, c'était dur, dur pour lui. Déjà dans son lit, dans ce moment-là, c'est compliqué. Déjà dans son lit, c'est dur. Alors là, il faut s'imaginer sur un IMOCA au fond du bateau, il n'y avait pas forcément d'endroit pour lui. Il était vraiment au fond du bateau, donc j'étais en train de... Je devais l'enjamber pour traverser le bateau. Mais non, c'était dur. Et c'était combien de jours, du coup, la course, à peu près? On a mis, je crois qu'on a mis 12 ou 14 jours. Il a dû faire 4-5 jours vraiment pas bien, quoi. Ok. Donc, quasiment la moitié, quoi. Du coup, en plus, toi, vous pouvez pas faire tourner pour l'écart, quoi. T'as moins dormi. Du coup, j'ai moins dormi et on a passé plus de temps sous pilote automatique, un peu le bateau. Moi, je dormais, du coup, il n'y avait personne pour gérer le bateau. C'est sûr que par rapport aux concurrents, on a perdu un petit peu là-dessus, mais après, c'est qu'il y a des bateaux qui sont faits pour être gérés aussi en solo, donc c'est un bateau du Vendée Globe, donc c'est fait pour être géré tout seul, donc c'était pas non plus trop pénalisant. Ce qui est bien, c'est que j'avais quand même eu le début de course pour me naviguer avec lui et bien prendre connaissance du fonctionnement du bateau et comment ça marchait. Donc j'avais un peu le mode d'emploi entre guillemets et j'ai pu finir la course en prenant soin du bateau et on fait 11e je crois, donc c'est quand même une belle place pour ce bateau-là. Et donc j'ai dû gérer le bateau jusqu'à l'arrivée en Martinique un peu tout seul. Mais bon, c'était quand même des conditions assez faciles. On était quand même sur du vent portant et pas beaucoup de changements de voile à faire, mais c'était une bonne première expérience pour moi de gérer un IMOCA en solitaire comme ça. Même si j'aurais préféré finir avec Giancarlo et qu'on se bagarre à deux jusqu'au bout, avoir géré l'IMOCA en solo comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée, et d'avoir pu ramener Giancarlo jusqu'à l'arrivée quand même en état à peu près stabilisé et sans que ce soit trop, sans que tu vois qu'il y ait trop de, trop la galère pour lui, mais il a vachement souffert de cette course-là. Et à l'arrivée, ça fait qu'il avait quand même hâte d'arriver, je crois. Tu disais que tu avais un préparateur mental. Quand tu fais face au stress, à des prises de décision difficiles, etc., il t'accompagne comment sur ce genre de gestion? Au début, c'était beaucoup pour gérer les priorités, finir les courses en gérant un peu les paramètres. Dans ma tête, c'était quand même, j'avais un peu envie d'être un peu partout. C'était dur de hiérarchiser bien les choses. Et après, d'année en année, on a fait évoluer un peu notre relation. Et après, c'était aussi beaucoup mettre le plaisir avant tout, mettre du jeu, quoi. C'était vraiment, et aussi pas chercher la copie parfaite, entre guillemets, mais vraiment éviter les gros pièges. Et ça, c'était un peu le fil conducteur jusqu'à cette année où j'ai vraiment réussi à simplifier vachement mieux les choses et à faire vraiment me faire plus simple. Et en tout cas, le plaisir aussi, c'est hyper important. On a beau avoir des beaux projets, des fois tu sens que dans la compétition, quand ça va pas bien et tout, tu peux vite perdre un peu cette notion-là et se retrouver dans des moments durs. Et en fait, faut quand même remettre le plaisir un peu au centre. Et c'est valable dans plein d'autres sports, mais en course au large, c'est pareil. Et moi, c'était un peu, je pouvais vite me perdre un peu là-dedans et être trop dans l'adversité et ces choses-là. Et en fait, ça c'était super important. Et après, c'était gérer tout, même un programme, tu vois, gérer la relation avec les autres personnes du projet. Ça m'a beaucoup aidé dans le parti relationnel avec l'équipe technique, avec la direction sportive du projet aussi. Donc, il y avait vraiment tout un aspect assez général, autant gestion du calendrier que gestion des émotions, que l'organisation. C'était quelqu'un qui connaissait bien la course au large et bien le bateau, qui avait travaillé avec beaucoup de projets sportifs et du coup m'a vachement amené son expertise de cette partie-là. C'était pas que de la psychologie, c'était un peu plus que ça dans notre travail. Dans plusieurs dimensions, ouais.
Et après, il m'a quand même poussé plutôt vers l'autonomie. Lui, son but, c'était pas qu'on fasse notre vie ensemble et que j'ai besoin de l'appeler tous les jours, c'était quand même plutôt que je sois autonome. Et ça a assez bien marché. À la fin, on s'appelait plus beaucoup, mis à part avant les grosses courses ou après pour débriefer. Et à la fois, d'avoir matché sur notre vision et en même temps qu'il ait les connaissances du support, c'était vraiment un vrai gain de temps et de performance pour moi d'avoir collaboré avec lui. Il y a une autre dimension qui est importante, tu le disais juste avant, maintenant tu dois rechercher des sponsors. Où t'en es là-dedans et est-ce que du coup c'est vraiment un challenge supplémentaire et aussi un petit stress qui est toujours là dans le quotidien de se dire bah, voilà, il faut falloir que je trouve quoi. Ouais, bah écoute, c'est un beau challenge parce que là, du coup, je finis 4 ans de contrat avec les partenaires et là, c'est fini. Donc maintenant, c'est à moi de monter mon projet, de faire les choses que j'ai envie. Et ce qui me fait rêver, c'est l'IMOCA, c'est le Vendée Globe, c'est ces courses-là. C'est un beau programme. Il y a la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. C'est des grosses courses qui me font rêver. Et je sais aussi que c'est des projets avec une grosse dimension à la fois humaine, parce que c'est des équipes entre 6 et 10 personnes, avec des gros bateaux, du coup ça demande un budget assez important, donc c'est pas simple à mettre en place, mais en même temps c'est des projets qui sont assez bien valorisés et à beaucoup de visibilité. Là on voit sur le Vendée Globe qu'il y a quand même beaucoup de marques qui sont sur les bateaux et qu'il y a un vrai engouement autour du public pour cette course. Et donc là, je suis à fond là-dedans. J'étais encore hier en visio là, pour préparer un dossier. On est sur la recherche de partenaires. Ce qui est dur, c'est que c'est plus des petites PME qui vont pouvoir aider pour monter des projets comme ça. On est sur des grosses entreprises, donc c'est pas facile à démarcher. Mais ce qui est bien, c'est que là, en plein Vendée Globe, c'est les moments où la lumière elle est vraiment mise sur l'événement. Et c'est un bon moyen d'aller aussi vendre le projet en ce moment, quand le Vendée Globe est en cours. Donc on pousse à fond là tout le projet, quelques pistes qui sont bien avancées. Donc on verra. Dans l'idéal, le projet, il faudrait qu'il démarre l'année prochaine, au printemps prochain. En fait, pour faire le Vendée Globe, il faut se qualifier. Ça demande d'avoir son bateau un peu avant le Vendée Globe. Au moins 2-3 ans avant, c'est idéal pour se préparer et se qualifier. Donc il y a un peu de temps pour lancer le projet, mais c'est là-dessus que je travaille. En IMOCA, notamment, il y a une course l'année prochaine qui fait le tour de l'Europe en équipage. Et dans 2 ans, il y aura le tour du monde en équipage. Donc à voir si jamais j'ai pas mon projet, est-ce que je peux réussir à embarquer sur des équipes et du coup, là, c'est plus apporter une équipe, servir un projet, un leader. Et donc, c'est pas le même rôle entre avoir son projet à soi et servir un projet d'un quelqu'un d'autre. Donc, à voir. Moi, les deux me plaisent bien. J'ai beaucoup envie d'aller en équipage aussi, d'aller voir ce que c'est. Mais je sais aussi que pour pour faire une belle aventure, c'est quand même mieux d'avoir son projet à soi. Et j'ai aussi envie de voir comment je peux m'en sortir à gérer mon projet moi-même pour faire un projet IMOCA comme ça me plairait bien. Si tu avais la possibilité de naviguer avec quelqu'un qui t'inspire, une personnalité qui est de la voile ou pas de la voile, ce serait qui? Une personnalité qui m'inspire beaucoup, qu'on a un vrai héritage aujourd'hui de ce qu'il a fait avancer dans ses projets, c'est Eric Tabarly. Je ne l'ai pas connu, mais c'est mon entraîneur, c'est son oncle, donc je vois un peu, j'en ai quand même bien entendu parler. Et toute la partie un peu les foils, la technologie, plein de choses qu'on a sur les bateaux aujourd'hui qui viennent d'un peu de ses pensées, de ce qu'il a pu faire avancer. Et puis c'est un immense marin qui a gagné plein de courses. Ce serait peut-être naviguer avec lui, passer une journée à bord avec lui, ça me plairait bien. Et après, dans un autre style de personne, ce serait un mec comme Franck Camas, qui est un marin qui a encore aujourd'hui un super niveau, qui a fait toutes les grandes courses, les Tours du Monde, la Volvo Ocean Race, la Route du Rhum en trimaran, qui était le premier à partir sur des grands ultimes comme ça, en solitaire, alors que c'était prévu pour naviguer à 12 personnes. Il partait en solo dessus, faire traverser l'Atlantique. Ça m'a vachement marqué depuis tout petit. J'ai posté de Franck Camas dans ma chambre. Et c'est un marin qui m'inspire beaucoup, donc ce serait naviguer avec Franck ou avec Eric Tabarly. Peut-être que Franck, c'est possible. Souvent, on échange pas mal par message pour naviguer ensemble, mais j'essaie de l'inviter sur mon bateau et à chaque fois, il est motivé, mais il n'a pas le programme qui le permet. Donc, peut-être qu'un jour, ça pourrait matcher, on verra. Un jour peut-être, en tout cas, je le souhaite. Ouais. Et pour Tabarly, c'est vrai que même moi, qui ne suis pas issu du milieu de la voile, il y a des fois des citations ou des phrases qui viennent de lui et qui sont aussi inspirantes et qui, finalement, s'appliquent aussi dans la vie. Et je trouve que c'est une personnalité inspirante dans ce qu'il dégage au-delà du milieu de la voile. Donc, je peux comprendre aussi que sur toutes les dimensions, ça puisse être attirant de partager un moment avec lui. On arrive à la fin. Est-ce qu'on te verra du coup sur le Vendée Globe 2028?
Bah, j'espère, on aura la réponse le plus tôt possible. J'espère que ça va dépendre de ma capacité à trouver les partenaires, à réussir à monter mon projet. Mais en tout cas, toute l'énergie, en tout cas en ce moment, ça va là-dessus, sur le montage du projet. J'ai la chance d'être bien aidé pour cette partie-là d'une personne qui m'aide beaucoup et qui connaît bien les projets course à large. Donc c'est une vraie force à voir si on arrive à convaincre des partenaires et à lancer le projet. Dans l'idée, ouais, à partir de l'année prochaine, ce serait idéal. Et après, on verra en 2028 si je fais au départ ou pas. Mais pour l'instant, je suis avec beaucoup d'attention le Vendée Globe de cet hiver. Et ça me passionne bien de suivre là les conditions qu'ils rencontrent. Ça vont être dur les prochaines semaines. Donc ça me donne envie pour être à mon tour à leur place dans 4 ans. Et si on pouvait te souhaiter quelque chose pour l'année qui arrive, ce serait quoi? Sur la voile, mais aussi sur le plan personnel. Naviguer sur des beaux bateaux, avec des beaux projets, avec des belles équipes aussi, parce qu'il y a une vraie dimension humaine dans ces projets-là, à la fois avec les co-skippers ou les équipages avec qui tu peux naviguer, mais aussi à terre. Il y a quand même beaucoup de personnes, que ce soit en Figaro où c'est quand même plus petit, mais il y a quand même une petite équipe technique autour et des gens là. Sur les projets avec des plus grosses ampleurs, en IMOCA ou en d'autres bateaux, là, il y a une vraie équipe autour. Donc, c'est partager des bons moments aussi d'équipe, avec des partenaires, avec tout ça, des bons moments humains, et aussi que sportivement, ça se passe bien et que j'arrive à faire des belles courses. Bah écoute, merci beaucoup, Gaston. Yes, merci Tom. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Vous retrouverez dans la description les liens vers les réseaux de notre invité. Et pour l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, Team Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.